Merci Noémie, effectivement, pour cette question. Pardon Patrick, Non, non, c'est bon. je t'ai coupé dans ton élan. Non, non, c'est bon, c'est pas grave, ça sera dans le bêtisier. C'est bon. On va essayer de finir ce podcast. Ok, on reprend. Tu veux pas essayer de faire la poule? Bonjour et bienvenue au cœur des Soft Skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des Soft Skills. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une compétence sous-estimée, la vision globale. Dans un contexte où les entreprises sont confrontées à des changements rapides, avoir une vision globale permet non seulement de comprendre les dynamiques d'ensemble, de pouvoir anticiper les défis et aussi d'identifier des opportunités. Que ce soit pour diriger une équipe, diriger un projet, prendre des décisions stratégiques ou naviguer dans notre propre carrière, la capacité à voir la big picture vous donne un avantage indéniable. Pour explorer cette compétence, nous accueillons Patrick le guide. Bienvenue Patrick. Bonjour à tous, merci Noémie. Alors Patrick est expert en psychologie cognitive, en management, c'est le fondateur de Central Test. Merci à toi en tout cas d'être là. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Très bien, merci déjà de m'avoir invité à ce podcast. Donc je suis Patrick le guide, donc j'ai créé la société Central Test en 2002, donc déjà ça fait un bail. Hein. Et donc voilà, Central Test en quelques mots, c'est une société spécialisée dans l'évaluation des talents, que ce soit pour le recrutement, le développement des compétences ou la gestion des carrières. Et donc, on propose via une plateforme digitale une multitude d'outils, dont des tests psychométriques, des solutions de vidéo-interview différées et des solutions intégrées à l'IA. Voilà, donc concernant mon rôle, je suis à la fois PDG et directeur de la R&D, donc ce qui me permet d'être à la fois dans la gestion de l'entreprise et d'avoir un pied dans l'innovation, ce qui n'est pas forcément facile à combiner. Et donc, j'ai aussi, côté parcours, une double casquette, encore, un double cursus en psychologie cognitive à Paris 5 et en gestion des entreprises à l'IAE de Paris. Voilà. Donc, pour faire la transition avec le thème du jour, la vision globale, c'est vraiment déjà une compétence qui m'est très chère, en fait. Hein, c'est pour ça que j'avais proposé d'ailleurs d'en parler. J'enquiquine tous mes collaborateurs avec la vision globale. Donc, je leur dis toujours faites preuve de vision globale, ayez la big picture. Donc, on me répond oui, Patrick, oui, bien sûr. Et je dirais que on va voir après ce que c'est plus exactement, mais c'est une compétence qui est, je pense, clé, qui est peut-être sous-estimée par rapport à d'autres soft skills comme le leadership. Hein. On ne va pas faire la compétition entre compétences. Mais c'est d'autant plus important qu'on est dans un monde, justement, comme tu l'as dit, changement permanent, et avec l'essor de nouveaux outils d'IA générative, par exemple. Donc, il est important de pouvoir prendre un petit peu de recul. Voilà, donc je vais essayer de clarifier ce qu'est la vision globale et donner des petits conseils pour la développer. Oui, super, parce qu'effectivement, ça peut être une compétence qu'on associe beaucoup à des fonctions managériales, à voilà, tout ce qui va être dirigeant, mais pas que. Tu vas nous dire ça. Alors, comment toi, tu définis la vision globale, Patrick ? Bien, je dirais que la vision globale, c'est une vision d'ensemble. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. C'est d'abord, c'est très lié à l'intuition. Donc l'intuition, c'est le fait de percevoir rapidement des situations, d'interconnecter les éléments, d'anticiper les conséquences de ses actions. Et l'intuition est liée à notre cerveau droit. Donc notre cerveau droit qui s'oppose à notre cerveau gauche. Hein, on a des spécialisations hémisphériques. Notre cerveau droit régit donc à la fois l'intuition, nos ressentis, mais aussi nos émotions. On verra que les émotions sont très liées à la vision globale. Tout ce qui est aptitude spatiale, tout ce qui est visualisation. Et donc, ces aptitudes s'opposent au cerveau gauche qui, lui, est plutôt focalisé sur les détails, la logique et le langage. Voilà, pour donner un petit exemple, une petite illustration, si vous devez aller à la fois à la boulangerie et à l'épicerie, et ben, si vous utilisez que votre cerveau gauche, vous irez d'abord à la boulangerie, vous revenez chez vous et ensuite vous allez à l'épicerie. Voilà, donc c'est un petit peu séquentiel. Mais grâce à votre cerveau droit, vous allez optimiser le parcours et faire évidemment un seul trajet.
Alors c'est un petit peu schématique, mais on va retrouver cette même logique dans des situations plus complexes, plus cognitives, et notamment dans le milieu professionnel. Voilà, donc, et pour donner un exemple aussi plus concret en rapport avec le domaine professionnel, si on a un chargé de recrutement, par Mhm. exemple, qui doit créer une fiche de poste, créer une offre d'emploi à partir d'une fiche de mission donnée par son manager, une personne qui sera plus cerveau gauche va reprendre tous les détails de la mission, va peaufiner une offre, elle sera peut-être parfaite, alors qu'une personne qui sera plus cerveau droit, qui aura la vision globale, va chercher à la contextualiser, à la mettre en relation avec la culture d'entreprise, à la Mhm. rendre tout simplement plus inspirante pour le candidat. Alors il pourra utiliser peut-être ChatGPT en même temps, mais voilà, donc c'est un exemple. Et pour donner un dernier exemple, alors là on met la barre plus haute, hein, avec Steve Jobs, qui donc a conçu notamment l'iPhone. Et donc, quand il a conçu l'iPhone, ce n'était pas simplement un téléphone, mais c'était un ensemble d'applications qui répondaient à l'expérience utilisateur. Mm. Et c'est son côté visionnaire, donc c'est sa vision globale, qui a fait en sorte que l'iPhone devienne vraiment révolutionnaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Steve Jobs était aussi très ancré dans le détail. Il Mm. était perfectionniste, il fallait que tout soit parfait. Ce qui laisse à penser que la vision globale, si elle fait appel à l'intuition, elle doit aussi se nourrir de détails et de technicité lorsque c'est nécessaire. Mm. Ça, c'est intéressant. Et par rapport à ce que tu nous dis ici, est-ce qu'on peut associer la vision globale à l'intuition? Je dirais oui et non, c'est un peu une réponse de Normand. Mais disons que l'intuition, si on reprend l'exemple de Steve Jobs, alors tout le monde n'est pas Steve Jobs, hein, Mhm. déjà, on ne conçoit pas tous l'iPhone, mais on voit que dans ce cas, pour avoir une vision globale, il fallait pouvoir se nourrir aussi de détails et de technicité. Mhm. En réalité, quand j'ai parlé je vais revenir sur les cerveaux, quand je dis qu'on a le cerveau gauche et le cerveau droit, c'est un petit peu schématique. On n'est pas soit cerveau gauche, soit cerveau droit. Nos deux cerveaux collaborent en permanence. Mm. Ils sont Et complémentaires. exactement. Et donc, on bascule toujours du global au détail et du détail au global. Mm. Si on fait des métaphores, par exemple, je ne sais pas, je dis la vie est un long fleuve tranquille, j'utilise à la fois mon cerveau droit dans la visualisation et mon cerveau gauche dans le langage. Voilà. Après, il y a une autre notion, c'est celle de métacognition. Mhm. Donc la métacognition, c'est le fait de réfléchir à la façon dont on pense. Et c'est cette métacognition qui va nous permettre justement de basculer plus facilement d'un mode de perception à un autre. Alors il y a D'accord. beaucoup de psychologues qui ont étudié le sujet, dont un psychologue chercheur, Olivier Houdet, qui était d'ailleurs l'un de mes professeurs à Paris 5 il y a quelques temps, et qui a étudié ce sujet, et qui a mis en évidence l'inhibition cognitive. Alors, c'est beaucoup de Qu'est-ce que c'est que cognition, ça? l'inhibition, ça fait peur, hein. Donc, l'inhibition cognitive, c'est le fait de stopper ces automatismes de pensée pour aboutir à une réflexion plus approfondie. Voilà, pour revenir sur la vision globale, finalement c'est le fait d'avoir à la fois cette vision d'ensemble et de pouvoir basculer lorsque c'est nécessaire dans un mode plus axé sur le détail. D'accord. J'ai envie de dire aussi que c'est le fait d'avoir une vue sur les éléments qui va permettre d'établir des liens logiques entre ces éléments pour avoir une vision systémique. Et c'est un petit peu comme un puzzle en fait, hein. Lorsqu'on résout un puzzle, on a à la fois la vision d'ensemble, mais aussi on doit identifier les pièces et Oui. pouvoir les assembler. En fait, si la vision globale n'était qu'intuition, on serait dans une approche plutôt généraliste. On aurait des réactions de type Mm. j'aime pas, il faut faire appel à un expert, c'est trop compliqué, c'est trop simple, etc. Je caricature un petit peu, Mm. mais on serait trop dans le superficiel. Donc ça dépend quand même évidemment du contexte. D'accord. Alors, dans le contexte professionnel actuel, en quoi, selon toi, la vision globale est vraiment essentielle? Alors elle est essentielle, je dirais, dans presque tous les domaines. En fait, hein, je dirais, je vais donner quelques domaines clés pour Oui. lesquels la vision globale a vraiment le plus joué un rôle vraiment essentiel. Mhm. Tout d'abord, la stratégie. Donc, quand on fait de la stratégie, bah, tout simplement, il faut avoir une vision globale pour définir les grands axes de la stratégie, Mhm. identifier des objectifs, les valeurs de l'entreprise, et faire en sorte que les actions qui sont menées soient cohérentes aussi avec cette stratégie. Mhm.
ce qui n'est pas toujours forcément évident. Et les managers aussi vont fixer des lignes directrices dans leur département, voilà, donc vont faire preuve de vision globale. Maintenant, je dirais que la vision globale n'est pas l'apanage des grands décideurs, des grands managers, mais elle va s'appliquer à tous les niveaux et à tous les échelons. Mm. Alors, du coup, on arrive au deuxième contexte, qui est la prise de décision. Donc, la prise de décision, à mon sens, elle doit être d'abord, elle doit s'appuyer sur une approche multi-indices. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décider de façon soit instinctive, soit en mode séquentiel, hein, notamment lorsqu'il y a de l'humain, mais en regroupant tout un ensemble d'éléments pour avoir suffisamment de recul. Mhm. Alors, le bon exemple, c'est le recrutement, puisque dans le recrutement, on est soumis à une multitude de biais cognitifs. Oui. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir rassembler des éléments comme des tests de personnalité, les expériences du candidat, la vérification des références, le Mm. ressenti également, qui pour moi fait partie aussi un critère clé, le ressenti des personnes, Mhm. pour pouvoir aboutir à une décision la plus juste possible, la plus éclairée. Le troisième contexte, c'est la résolution de problèmes complexes. Oui, ça fait un peu mal à la tête quand je dis ça. Donc, on est dans un monde de plus en plus complexe, mais ça va s'appliquer à beaucoup de domaines, hein, comme le marketing, la finance, l'IT, la R&D, les ressources humaines Mhm. également. Et donc, lorsqu'on est face à ces situations plus complexes, la vision globale permet de prendre du recul, tout simplement, d'avoir une vue d'ensemble, de décomposer les problèmes en plusieurs lots, voilà, d'avoir une vision plus systémique. Et par ailleurs, lorsqu'on est face à des débats un peu contradictoires, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir faire preuve d'écoute, d'intégrer le point de vue des autres pour établir un compromis, une vision globale du coup, et essayer de trouver des solutions de compromis, voire disruptives si possible. Alors, autre contexte, c'est les affaires commerciales. Mhm. Donc, les commerciaux sont d'ailleurs généralement plutôt intuitifs. Et lorsqu'on est en relation avec des prospects, hein, ben, en fait, on utilise un peu des signaux faibles, des indices, pour sentir si le prospect est vraiment intéressant ou au contraire s'il n'est pas forcément très Mm. engagé. Donc, ce qui va nous permettre d'éviter de perdre du temps. Et puis, au fil de l'eau, de la discussion, on va regrouper des indices pour pouvoir optimiser l'offre commerciale pour qu'elle aboutisse. Et enfin, le dernier contexte, c'est l'innovation. Donc, l'innovation, j'en ai parlé un petit peu avec Steve Jobs. Ouais. L'idée, c'est de fixer des lignes directrices sur lesquelles on va pouvoir exploiter, explorer et aboutir à des résultats concrets. Voilà, je dirais juste, si tu me permets, juste un Bien dernier sûr. point, c'est que la vision globale, un manque de vision globale, on peut regarder aussi les choses sous cet angle, peut aboutir à des erreurs, elle peut avoir beaucoup de conséquences. Je donne l'exemple de l'armée de terre qui Ouais. avait fait le choix en fait de ne pas faire fabriquer de drones, enfin en tout cas très peu. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces questions, hein, mais d'après ce que je comprends, c'était notamment lié à la résistance des pilotes d'avion qui estimaient, sans doute de bonne foi, qu'il fallait que l'humain puisse être présent dans des opérations de combat. Alors, du coup, à mon sens, c'est un manque de vision globale, de perspicacité, de prise de recul, même si Mhm. on ne savait pas forcément comment l'intelligence artificielle allait évoluer. Ouais. Et donc, on peut voir que le manque justement de vision globale peut avoir des conséquences. Oui, complètement. Et alors, sur ton contexte à toi, personnel, Patrick, quel impact a eu la vision globale dans ta carrière et notamment en tant que fondateur de Central Test? Oui, alors déjà, c'est toujours facile de se dire qu'on a fait preuve de vision globale il y a plus de 20 ans. Donc, je dirais que les choses se sont faites un petit peu au fil de l'eau. Au démarrage de Central Test, donc j'ai eu la conviction, l'idée, l'intuition qu'on pouvait créer des tests psychométriques. J'avais fait psychologie avant, je baignais un Mm. petit peu dans le domaine. Des tests psychométriques, mais en ligne, hein, sur le digital. Oui, ce qui Alors, était une innovation déjà oui, à c'est ce cette qu'aujourd'hui, époque-là. si je dirais, je vais créer des tests dans le digital, tout le monde va sourire, hein. Enfin, bon, voilà. Donc, mais il faut resituer les choses en 2002. Et donc, à l'époque, il y avait surtout des tests papier, Mm. en tout cas en France. Et donc, du coup, j'étais confronté aussi à par exemple, des psychologues un petit peu chevronnés qui ne juraient que par les tests papier et qui m'expliquaient qu'on pouvait rien faire de scientifique si on faisait voilà, si on était dans le digital. Mhm. Néanmoins, j'ai suivi mon intuition, hein, en me disant qu'on pouvait très bien concilier science et digital. Et aujourd'hui, Central Test est l'un
principaux éditeurs de tests psychométriques, hein. On propose également d'autres solutions. Voilà, donc je dirais ça, c'était un petit peu le démarrage. Après, tout au long de mon parcours, j'ai essayé de faire preuve de vision globale, hein, le mieux possible, que ce soit dans le management, dans les ressources humaines, dans la gestion de projet. Mais pour être tout à fait plus modeste, j'ai aussi fait des erreurs. À titre, c'est un peu plus une anecdote, mais vers 2010, en fait, on avait des tests à la fois pour les ressources humaines, pour les RH et pour le grand public. Et en 2010, j'avais eu l'idée de créer un test des couleurs. Donc, au travers des couleurs, en fait, on devait révéler la personnalité, hein. Si c'était rouge, on était plus dans la passion, etc. Donc, c'était plus un test ludique, en fait, hein, sans prétention scientifique, évidemment. Et je dirais que, en fait, ça n'a pas été un grand succès commercial. D'accord. Avec le recul, je me dis que j'ai plus suivi ma passion personnelle du moment pour les couleurs, sans m'intéresser vraiment aux attentes des candidats. Voilà, tout ça pour dire qu'on peut faire des erreurs. Il faut apprendre de ces erreurs. Voilà. Et donc maintenant, j'essaye d'inculquer la vision globale, non pas les erreurs, mais la vision globale à mes collaborateurs. Dans la R&D, on a des profils très rationnels, hein, très cerveau gauche. Alors, ils sont très brillants, mais j'essaye de les pousser à voir la big picture, de comprendre mieux l'ensemble des projets. Et je pourrais aussi terminer pour relater un peu mon expérience sur le fait que quand on est dirigeant, en fait, on est confronté à tout un tas de problèmes, de situations, de choses à régler. Et c'est pas toujours évident, en fait, de faire preuve de vision globale tout le temps, de prendre assez de recul. Donc, je dirais que c'est presque plus en allant à la boulangerie que je réfléchis parfois au sujet. Et donc, j'essaie d'avoir cette approche-là. Oui. Alors, en parlant d'erreurs, hein, ce qui est quand même, je pense, assez normal, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, est-ce que tu peux nous partager peut-être un exemple où ta vision globale t'a permis de transformer peut-être un défi en opportunité, que ce soit dans ta carrière ou dans ta gestion d'entreprise? Oui, alors sur ce point, déjà, comme tous les entrepreneurs, on est confronté lorsqu'on gère une entreprise à tout un tas d'aléas, hein, en l'occurrence, si je me concentre sur l'aspect produit, on est toujours, voilà, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, hein. On est dans un monde qui évolue très vite. Des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ChatGPT, plus récemment, et d'autres outils. Des nouvelles tendances comme la gamification, par exemple, Oui. des évaluations, des nouvelles demandes de clients en permanence. Donc, en fait, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on est confronté à ces nouvelles choses et comme on est sur des projets de long terme, parfois il faut pouvoir bien piloter le bateau et Oui. rectifier le tir. Maintenant, pour donner un exemple plus concret, je parlais des modèles de prédiction, en fait, hein. Il faut savoir qu'historiquement, les éditeurs de tests psychométriques s'appuyaient sur une approche dite par trait. Alors, c'est quoi une approche par trait? C'est-à-dire que quand on fait un matching entre un test et un poste ciblé, on considère que le poste doit être associé à un ensemble de traits, un peu comme un portrait robot. Alors, par Oui. exemple, le comptable doit être rigoureux et introverti. Le commercial doit être extraverti et persuasif. Alors, c'est pas faux dans l'absolu, hein, mais je dirais que cette approche par trait, finalement, avec le temps, est devenue un petit peu désuète. Parce qu'avec l'évolution très rapide des métiers, tous les nouveaux métiers qui arrivent, les métiers eux-mêmes qui changent au fil de l'eau, Oui. cette approche devenait un petit peu, pas forcément gérable, puisqu'il fallait modifier tout le temps les traits. Donc finalement, voilà, on a changé donc de perspective. Enfin, j'ai changé de perspective en ayant une approche par compétence. Ça, on était vers 2018-2020, et je me suis dit qu'on pouvait associer un métier non pas à des traits, mais avec des compétences à des degrés variables. Donc notre comptable, cette fois, on l'associe avec des compétences de raisonnement analytique, de perspicacité, d'organisation, pourquoi pas un petit peu de vision globale d'ailleurs. Et donc finalement, nos tests psychométriques vont évaluer les traits, mais les traits vont évaluer les compétences, et à partir de là, on va établir des matchings. Avec l'avantage aussi d'avoir plus une approche par compétences de développement, puisqu'en fait, on peut développer ses compétences alors qu'on ne peut pas développer ses traits qui, eux, sont figés.
Mm. Donc, voilà pour cet exemple. Et aujourd'hui, le modèle prédictif, qu'on a lancé, qui s'inscrit dans cette logique, sert de trame pour toutes nos innovations actuelles. Oui. Voilà, donc pour retracer. Mais je dirais que c'est pas cette vision globale, ça n'a pas été une révélation. Ça s'est fait, c'est un long process de maturation, Oui. voilà, qui a abouti à un résultat concret. Alors, par rapport justement à ce contexte d'évolution des métiers, d'hybridation des métiers, comment les professionnels RH, qui nous écoutent aussi peut-être d'ailleurs, peuvent-elles anticiper les compétences, selon Alors, toi? déjà, tous les RH sont bien tous conscients de l'enjeu lié à l'anticipation Oui. des compétences. C'est un vrai Et sujet, le pour le dernier coup, complexe. On ne Mm. peut pas le résoudre d'un coup de baguette magique ou uniquement avec son intuition en révélant certaines compétences clés. Quoique, en fait, parfois, il y a des choses un petit peu évidentes et on pourrait engager des actions par rapport à ça. Mm. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de regrouper un maximum d'éléments, de données, que ce soit des études, des Mhm. benchmarks, des enquêtes auprès des collaborateurs, des analyses de poste, des tests, voilà, et à partir de tous ces éléments, on va essayer de faire ressortir les compétences clés, que ce Mhm. soit des soft skills ou des compétences techniques, des savoir-faire. Et donc, voilà, je dirais, c'est un travail conséquent. Maintenant, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours également. Donc, c'est parce qu'on a décrété qu'il fallait développer les compétences que tous les collaborateurs vont tous sauter de joie à l'idée de développer leurs soft skills ou des compétences techniques. Donc, il faut aussi beaucoup de travail pour accompagner, pour sensibiliser, Bien voilà, sûr. établir des plans de formation et voilà, accompagner ce changement. Oui, complètement. Et quelles sont, selon toi, les caractéristiques d'une personne qui a une bonne vision globale? Est-ce qu'il y a des traits de personnalité, j'y reviens un petit peu, Mhm. qui sont vraiment associés à cette compétence-là, à ce processus? Oui, merci pour cette question, Noémie. Donc, ça me permet de rappeler que les traits de personnalité sont soit des facilitateurs, soit des freins par rapport aux soft skills. Mhm. Par exemple, l'extraversion, c'est un facilitateur des interactions sociales. Lorsqu'on est plus introverti, on va devoir fournir plus d'efforts pour développer pour cette soft skills, ce qui ne veut Oui. pas dire qu'on ne va pas pouvoir la développer. Alors maintenant, sur la vision globale, il y a certains traits qui sont facilitateurs. Le premier, c'est l'intuition. Donc, Mhm. quand on est intuitif, ça va de pair avec la vision globale. Hein. Donc, comme j'ai expliqué, c'est inhérent. Et donc, les personnes plus intuitives vont être un peu comme des poissons dans l'eau par rapport à la vision globale. Leur difficulté, ce sera de basculer dans le détail lorsque c'est nécessaire. Le deuxième trait, c'est la curiosité. Donc, le fait de vouloir explorer des nouvelles idées, des nouveaux concepts va permettre de nourrir cette vision globale et prendre de la hauteur. Mhm. Ensuite, on a le sens du long terme. Les personnes qui ont plus le sens du long terme vont plus être stratèges, vont anticiper les conséquences de Mhm. leurs actions. Ce qui va de pair avec, encore une fois, la vision globale. Alors, c'est le cas des chercheurs, des commerciaux grands comptes, par exemple. Et ça, par rapport à des personnes qui seront plus dans la recherche de résultats immédiats. Un autre trait, c'est le sens du compromis, l'esprit de consensus, en fait, Oui. des personnes qui sont plus dans cette optique, qui sont plus flexibles, vont être plus à l'écoute des autres, Mhm. intégrer leur point de vue, ce qui va leur permettre d'avoir plus facilement, je dirais, cette vision d'ensemble. Et enfin, il y a le côté libre penseur. Donc le fait de prendre du recul par rapport à des paradigmes, de remettre en Oui. cause des idées préconçues, va aussi être facilitateur pour justement avoir une perspective plus large. Voilà, c'est, je dirais, les traits, certains traits clés. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, même si on n'a pas ces traits, on peut développer sa vision globale, fort Oui, heureusement. c'est ça. Si on est plus dans le rationnel, eh ben, on va pouvoir aussi contrebalancer cette tendance grâce à un travail tout simplement un peu introspectif aussi, qui consiste à prendre du recul tout simplement par rapport à ce qu'on fait, de pratiquer ce que j'appelle la métacognition. Alors, comme tu le dis, effectivement, la vision globale est une soft skill qui, comme les autres, se développe. Elle peut Mhm. être aussi complémentaire à d'autres Mhm. compétences. Est-ce que tu as des exemples justement concrets de compétences associées? Oui,
en fait, toutes les soft skills sont, je dirais, d'abord fortement imbriquées entre elles, hein, Mmh. déjà. Même si elles ont leur spécificité. Oui. Donc la vision globale va être un petit peu un catalyseur, à mon sens, d'autres soft skills. Ouais. Alors j'ai évoqué la prise de décision. Donc Mmh. une bonne prise de décision doit être multi-indice. Donc c'est là que la vision globale va être facilitatrice de cette approche, hein, aussi pour anticiper les conséquences. Une deuxième soft skill intéressante, c'est l'esprit critique. Donc pour moi, l'esprit critique, c'est un petit peu comme le scanner de la vision globale. Voilà, donc je m'explique. Une fois qu'on a une vision d'ensemble, on va pouvoir scanner en fait soit l'ensemble d'un sujet, voir si ça match, si c'est cohérent, si ça colle bien, soit des détails. Par exemple, on reçoit un SMS frauduleux, on va se dire tiens, un peu c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce Mmh. truc-là? Et donc, du coup, voilà. Et on va aussi pouvoir intégrer des émotions. Par exemple, on va prendre du recul par rapport à ce que certaines personnes peuvent dire, sachant qu'elles sont eux-mêmes peut-être influencées par leurs propres objectifs personnels. Voilà. Donc ça, c'est pour l'esprit critique. Et le troisième soft skill, c'est la créativité. Mmh. Donc la vision globale va insuffler peut-être des idées clés, hein, qui vont permettre à la créativité de mieux s'épanouir. Lorsqu'on rédige un post sur LinkedIn, on part d'une idée, d'une intuition, et on va broder autour de ça. Mmh. Voilà. Et en même temps, la vision globale est aussi facilitée par la flexibilité cognitive, hein, donc ce Oui. qui est proche de la métacognition, ce qui est le fait de basculer d'un mode de perception à un autre. Voilà, tout est imbriqué en fait, hein. Voilà, des compétences essentielles pour naviguer dans ces environnements professionnels parfois Mhm. complexes. Mhm. Est-ce que tu as des conseils justement pour nos auditeurs qui souhaiteraient développer peut-être aussi leur vision globale, surtout dans le contexte pro? Oui, alors donc maintenant, je vais essayer de donner quelques conseils pratiques. Le premier, c'est de savoir identifier ses modes de perception. Donc, c'est un petit peu de la connaissance de soi. C'est pas forcément évident. Alors si pour revenir sur le cerveau gauche et le cerveau droit, par exemple, c'est aussi valable chez les animaux. Donc j'ai voulu faire un petit parallèle, une métaphore, et donc j'ai pris l'exemple des poules. Alors donc c'est l'exemple qui m'était venu, voilà, instinctivement. Et donc les poules vont utiliser donc leur cerveau gauche pour picorer le grain. Alors c'est très détaillé, et pour ça elles utilisent leur œil droit. Faut pas que je me trompe, hein. Quant à leur cerveau droit, ça va leur servir pour identifier des prédateurs. Et pour ça, elles utilisent leur œil gauche. Donc voilà, soit finalement, on peut dire que soit je suis en mode picorage de grains, soit je suis en mode prédateur, pour faire simple. Et en fait, c'est pas forcément évident d'identifier ces modes de perception. On va les retrouver chez l'humain, donc c'est pas le même contexte évidemment. Mais Heureusement. si on demande, si on demande à un enfant de 9 ans de faire la distinction entre la vision globale et la vision rationnelle, c'est pas forcément Oui. évident pour lui. Donc ça, c'est la première chose, savoir bien se connaître. Mhm. Deuxième conseil, pratiquer la métacognition. Comment? Oui, Oui. comment Mm. pratiquer la métacognition? C'est simplement en essayant de savoir basculer d'un mode de perception à un autre. Je dirais, par exemple, on peut aussi parler d'inhibition cognitive. Donc, ça fait très cognitif. Mais par exemple, si on fait un travail répétitif, par exemple, je fais du copier-coller bête et méchant pendant des heures, je peux avoir un peu de jugeote et me dire tiens, je pourrais peut-être faire un peu différemment, Mm. essayer d'automatiser le truc avec ChatGPT par exemple. Euh, voilà, après, le troisième conseil que je peux donner, c'est la maturation. Donc la maturation, c'est un petit peu comme le vin, il faut le laisser maturer, hein. Et donc l'idée, c'est de prendre le temps de prendre des décisions, d'identifier les critères clés associés à cette décision. Mhm. On peut faire un petit tableau, s'entraîner à lister l'ensemble de ces critères et laisser sa vision globale travailler un petit peu toute seule avant de prendre des décisions. Voilà, donc
Ensuite, il y a je dirais le fait d'être curieux, tout simplement, le fait d'élargir un petit peu ses horizons, de s'intéresser à différents sujets, d'autres Oui. domaines, et de pouvoir aussi faire des analogies avec sa propre spécialité, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui va cultiver aussi sa vision globale. Mhm. Ensuite, il y a le fait de savoir utiliser des outils adaptés. Alors, c'est aussi à chacun de choisir ses propres, un petit peu, les outils qui lui correspondent le mieux. Oui. Je recommanderais notamment de pratiquer des échanges écrits avec les collaborateurs via des outils comme Slack, Mhm. de pouvoir également utiliser des designs, des visuels. On peut faire du mind mapping, des croquis, hein, comme disait Napoléon. C'est pas super moderne, mais un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Voilà, utiliser un petit peu tous ces outils. Euh, Ensuite, autre conseil, il s'agit de pouvoir intégrer ses émotions. Oui. Donc, en fait, les émotions font partie du cerveau droit. D'ailleurs, chez les dauphins, pour reprendre un autre exemple, leur cerveau gauche permet de faire du pilotage, hein, du pilotage automatique dans l'océan, mais leur cerveau droit leur permet d'interagir, faire des interactions sociales, d'appeler leurs copains, quoi. Voilà. Et donc, en intégrant ces émotions, on va nourrir cette vision globale. Ça veut dire quoi concrètement? C'est par exemple, en marketing, se mettre à la place du client, savoir essayer de ressentir ce qu'il va ressentir. Voilà, Mm. ça c'est très important. Et enfin, dernier conseil, c'est d'utiliser les outils d'IA générative, évidemment. Donc des outils comme, alors il y a des outils comme ChatGPT. Alors moi j'utilise plus ChatGPT, hein, mais il y a d'autres outils comme Perplexity. Il y a des outils comme Claude AI qui permettent de faire des petites visualisations aussi, c'est intéressant. Mhm. Et donc finalement, avec ces outils, on peut dialoguer en fait, hein, via des projets customisés. Et on va pouvoir interroger aussi et sur peut-être remettre en perspective un sujet pour le contextualiser, pour faire un comparatif avec des concurrents, par exemple. Et c'est notre propre vision globale qui va aussi permettre de mieux piloter ce type d'outils, qui eux-mêmes vont pouvoir intégrer le détail par ailleurs. Merci beaucoup. Ouais, c'est des conseils intéressants que vous pouvez bien sûr adapter aussi à vous, hein, et je pense qu'il y en a qui peuvent parler à certains plus que d'autres. Avant de conclure, vu qu'on arrive à la fin de ce podcast, est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Oui, alors, en quelques mots quand même. La première chose, je dirais, c'est que la vision globale n'est pas l'apanage uniquement des grands décideurs. J'ai déjà dit, mais je le répète un petit peu. Certaines personnes peuvent se dire, bon, moi, dans mon poste, j'ai pas besoin de vision globale. Mais si, au contraire, justement, Ouais. c'est valable pour tout le monde. Et ça permet aussi de sortir du lot et d'être plus efficace, tout simplement. Mm. Le deuxième point, c'est que la vision globale, on peut toujours la développer. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est un peu, comme j'avais dit, un mode de vie, en fait, hein, quelque chose à pratiquer un petit peu chaque jour. Et le troisième point de mot de fin, c'est le fait il faut utiliser la vision globale dans le pilotage de sa carrière. Donc, que ce soit dans sa carrière, dans ses projets personnels ou associatifs, il est toujours intéressant d'avoir cette hauteur de vue. Mhm. Par exemple, pour la carrière, la première démarche, ça sera d'avoir une bonne connaissance de soi, de passer des tests, de faire un bilan de compétences et surtout de mettre en perspective ses propres vocations par rapport à la réalité du marché. Mm. D'être stratège, d'anticiper les conséquences, de donner du sens aussi à ses actions. Et voilà, je dirais juste un dernier mot, c'est que si vous avez une poule, vous souhaitez en acquérir une, si vous voulez l'attraper, il faut passer par la droite. Voilà. Je pense que ça, c'est le super conseil de la fin. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, Merci infiniment pour cette conversation éclairante, inspirante et tous ces conseils. Merci, Chers Naomi. auditeurs, j'espère que ce dialogue vous a aussi incité à explorer, peut-être à affiner votre vision globale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à nos chaînes de podcast pour ne louper aucun épisode sur les autres soft skills qu'on va aborder. Merci à tous et à bientôt.